Une si belle lame. Cher lecteur, ces lignes sont ma confession et je sens que mon esprit se dissout lentement sous l'influence maléfique d'un objet à la beauté diabolique. Mes forces faiblissent et je continuerai à faire ce qu'il me demande. Je ne suis pas fou, je veux que tous le sachent. Je n'ai rien fait de mon plein gré. Il y a quelques semaines, lors d'une braderie dans l'Essonne, l'atmosphère semblait chargée d'une énergie palpable. Je me promenais dans les allées avec plaisir, sans objectif précis. Au détour de l'une d'elles, mes yeux se sont posés sur un étal désordonné et poussiéreux, et je l'ai vu, perdu sous un amas d'objets divers et variés. Ce couteau de poche, magnifique, qui allait me perdre. Avec le recul, je me rends compte qu'il reposait là, semblant attendre sa nouvelle victime avec une patience démoniaque. J'ai été immédiatement attiré par l'objet. Chacun de ses détails paraissait sculpté avec une précision magistrale, une élégance intemporelle. Le manche, splendide, était façonné dans une essence de bois rare, dont les teintes variaient du châtain profond au brun patiné. Ce manche est ici parfaitement dessiné que ses courbes s'adapteraient avec grâce à la paume d'une main. Des incrustations délicates en métal, probablement précieux, serpentaient le long du manche formant des motifs complexes d'inspiration ancienne. L'argent, ou peut-être de l'or blanc, se mariait harmonieusement avec le bois, créant un contraste irrésistible au regard. Ces détails métalliques étaient-ils les gardiens de secrets millénaires, scellés dans le manche par une écriture mystique ? La lame, j'en suis certain, était forgée dans un acier d'une pureté exceptionnelle. Sa surface polie, presque bleutée, reflétait la lumière étrangement comme si elle l'absorbait légèrement. On imaginait sans peine son tranchant affûté avec une précision chirurgicale, dangereux et mortel. Sans m'en rendre compte, je m'étais approché très près de l'étal et j'avais déjà pris le couteau dans mes mains. C'était assez irréel. Son poids était parfait, ni trop lourd ni trop léger. Je prenais plaisir à le manipuler. L'ensemble était doté d'un mécanisme impeccable. L'ouverture et la fermeture formaient un balai fluide, où chaque mouvement donnait une impression de perfection mécanique. Lorsque la lame était déployée, elle prolongeait le manche avec une délicatesse presque surnaturelle. Repliée dans les entrailles du couteau, elle dégageait une impression de puissance prête à bondir, de danger imminent. Un poinçon discret et complexe attestait de l'origine exceptionnelle de cette pièce. Sans savoir pourquoi, je me fis la réflexion que ce sceau symbolisait la folie d'un artisan qui avait transcendé les limites de son art, pour créer un objet à la beauté envoûtante. La beauté du diable, probablement. Ce couteau témoignait de l'union parfaite entre l'art et la fonctionnalité. C'était une œuvre captivante qui éveille le désir et l'admiration. Je ne me rappelle pas vraiment comment, ni quelle discussion j'ai eue avec le vendeur, mais je me vois distinctement repartir avec le couteau, et rapidement. La seule image qu'il me reste de cet achat est le sourire soulagé du vendeur, cette expression étrange lorsqu'il se débarrassait enfin de l'objet sans pour autant le donner, comme si le choix de s'en séparer ne lui appartenait pas et qu'il le souhaitait. Cet achat marqua le début de ma descente aux enfers, au sens propre. Posséder ce couteau ébranla les fondements même de ma raison. Je passais un temps infini à l'observer, à le manipuler, le transportant avec moi partout où j'allais. Au début, ces excès d'attention ne se manifestaient qu'en manipulant l'objet. Et puis le manque s'installa. J'avais envie, besoin de manipuler l'objet le plus souvent possible, sans raison, juste pour l'observer et jouer avec la lame. Il semblait me murmurer des paroles étranges, je ne m'en rendais pas compte systématiquement. Nous avions commencé à échanger sans parole. J'entendais sa voix dans ma tête, de plus en plus souvent, de plus en plus fort. Progressivement, ces murmures devenaient plus violents, insinuant des pensées macabres dans mon âme. J'entendais ses histoires au plus profond de moi, une longue litanie de souffrances qu'il avait distribuées à travers les siècles d'existence. Je ne comprenais que des bribes de son chant, je ne saisissais pas tout. Une marée noire s'est déversée en moi. Les limites entre la réalité et le fantasme se sont effacées, laissant place à des visions déformées. Je me suis surpris à imaginer des scènes d'une violence inouïe, orchestrées par la volonté sournoise de cet artefact perverti. Les visages de ces victimes passées hantaient maintenant mes nuits, m'accusant de crimes que je n'avais pas commis. L'objet semble possédé, animé d'une volonté propre qui s'entremêle désormais à la mienne. Nous sommes le mardi 23 janvier. Je suis chez cet inconnu dont je ne connais que le nom, Monsieur Gérardier. C'était mon premier client de la journée et j'interviens pour réparer sa machine à laver, une Miele WCA 020. Une belle machine, suffisante pour 2 personnes. J'aime beaucoup cette marque, fiable et robuste. Le monsieur a l'air assez âgé, je pense qu'il est marié mais sa femme n'est pas là. Il y a comme une touche féminine dans cette maison de banlieue en meulière. Un peu hors d'âge d'ailleurs. La décoration serait à revoir. Je suis assis à la table de la cuisine, recouverte d'une toile cirée du plus mauvais goût, décor champêtre. Je finis d'écrire cette lettre et je la laisserai poser là, dans la cuisine. Je ne dois pas tarder, j'ai encore 4 visites aujourd'hui. Mon regard se pose sur Monsieur Gérardier.
Il se repose, au sol. Il a l'air détendu et paisible. Le rouge sur lui, autour de lui, contraste fortement avec le vieux carrelage beige, c'est troublant. Le couteau me rappelle à l'ordre. Je l'entends s'exciter dans ma tête, je dois partir. Madame Ricoeur, c'est la deuxième cliente sur ma liste. 30 minutes de route, et je pourrai continuer à faire ce qu'il me demande. Je n'ai rien fait de mon plein gré. Je n'ai pas de choix. Bien à toi, cher lecteur.